Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de matinée sur une table ronde qui est autour du lien, toujours, hein, comme on l'a évoqué ce matin. Mais cette fois, on va rentrer dans les questions liées à l'IA, notamment, et aux questions de communication et de surinformation. Alors, je vais appeler nos invités à bien vouloir nous rejoindre. Je vais appeler Florent Jandrzejewski, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir vous installer peut-être sur une des deux chaises ici. Atika Bokhari, Serge Usan, Dominique Noël, Christophe Tafani, notre modérateur, et Anthony Gély, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir me rejoindre sur l'estrade. Donc, madame, venez vous installer ici. Atika Bokhari, si vous voulez vous installer juste là. Serge Usan, peut-être juste à côté. Et voilà, très bien, c'est parfait. Allez, on va commencer. Alors, vous avez vu tout à l'heure dans la table ronde qui vient de se terminer, on a eu quelque chose autour de l'humanisme, autour du lien, etc. Mais cette fois, on le sait très bien, les questions de surinformation, des médecins surinformés, d'une population surinformée a forcément des répercussions sur la question du lien entre le patient et le médecin. On pourrait peut-être aussi commencer, monsieur le modérateur, Christophe Tafani, peut-être par se poser la question sur pourquoi la question vient dans ce débat aujourd'hui, et est-ce que la surinformation, elle permet finalement de rapprocher ou d'éloigner le patient? Alors merci. Alors, je vais juste pour commencer vous donner une petite anecdote qui s'est passée hier après-midi sur la surinformation ou information des patients. Je faisais une échographie de doigt à un patient pour une suspicion de rupture de poulie. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire beaucoup d'échographies des doigts, mais les poulies, ce n'est pas le sujet le plus connu sur les doigts. Ce sont des petites structures fibreuses qui plaquent les tendons fléchisseurs contre les phalanges. Et donc, bonjour monsieur, installez-vous. Il me dit, oui, je suis là pour une rupture de poulie. Donc, je pense que ça va être la poulie A2, qui est à peu près à hauteur de la première phalange. Donc, oui, ok. Et donc, nous avons fait l'échographie ensemble. Et ce monsieur nous avons posé le même diagnostic, qui avait effectivement une rupture de poulie. Mais il m'a dit, oui, vous voyez, là, il y a du liquide, ça doit être ça. Alors, la seule chose qu'il n'avait pas vue, c'est qu'il y avait une incarcération de la poulie. Alors, heureusement, l'honneur était sauf. Mais c'est pour vous montrer à quel point les patients peuvent être informés de leur pathologie. Alors, je n'ai aucun problème avec ça, puisque j'ai présidé la CORAP lors de la mandature précédente, et la CORAP a fait un rapport sur le patient partenaire. Nous avons travaillé dessus pendant 3 ans. Donc, je n'ai aucun problème avec les patients informés. Mais là, en tout cas, ça a été un moment un peu lunaire de faire une échographie avec quelqu'un qui, voilà, nous faisions l'examen complètement en partenariat, et nous avons abouti à la même conclusion. Alors, ça vous inspire quoi? Parce que l'exemple est frappant, mais qu'est-ce que ça nous dit pour notre table ronde? Non, mais ça montre bien que nos patients sont informés, très informés, qui vont chercher l'information. Et donc, le rapport, le lien que nous avons avec eux s'en trouve forcément modifié, puisque, voilà, nous discutons, alors je ne dis pas d'égal à égal, mais sur certaines pathologies en tout cas. Là, j'ai été un petit peu surpris, oui, de voir un patient aussi informé, et effectivement, le lien n'est pas le même. Alors, ça a été un moment très intéressant, ça a été un moment passionnant, mais ça modifie clairement nos rapports, et il n'y a plus ce patriarcat médical, et nous devons modifier nos pratiques, modifier nos échanges avec nos patients, clairement. Alors, vous voyez évidemment le nom et les titres de nos invités. Je vais quand même les citer. Florent Jandrzejewski, vous êtes docteur en médecine, sage-femme. Vous nous expliquerez, président d'SOS Médecins à Beauvais et créateur de contenu, notamment on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram pour ceux qui les ont, etc. Atika Bokhari, vous êtes président de l'ISNAR IMG. C'est là aussi l'intersyndicale qui représente les internes en médecine. Serge Usan, alors, je vous ai présenté tout à l'heure, mais je vais le faire à nouveau, doyen honoraire à la Sorbonne Université, ancien conseiller national et chargé de mission pour le CNOM. Anthony Gély, vous êtes professeur de faculté de médecine de Montpellier-Nîmes.
encore une fois bien représentés aujourd'hui. Vous formez également à la communication et à mes côtés, Dominique Noël, vous êtes président du festival de communication en santé qui s'appelle Festicom Santé. Vous nous expliquerez là aussi tout ce que vous entendez sur le terrain, tout ce qui revient et évidemment la puissance aujourd'hui du numérique, du digital, des réseaux sociaux sur cette question. Alors Christophe Tafani, vous l'avez dit, justement, ça change le rapport, ça change le lien. Peut-être Anthony Gélis, vous qui formez à la communication, qu'est-ce qui change et qu'est-ce que vous voyez au quotidien changer peut-être autant que Christophe Tafani d'ailleurs, et comment vous l'organisez et comment vous le préparez, vous qui travaillez aussi et formez à la communication? Alors, je suis toujours médecin en exercice et c'est vrai que le travail que nous avons fait sur le patient partenaire a été une aide considérable pour moi dans ma pratique quotidienne. Et je pense que nous, médecins, tous, quelles que soient nos spécialités, nous devons nous adapter à la société. C'est une société de communication. Les patients ont les moyens d'accéder à Internet sur à peu près toutes les pathologies. Il y a des vidéos qui expliquent plein de choses. Par exemple, le patient que j'ai vu hier, je pense qu'il avait dû voir une vidéo sur l'échographie du doigt parce qu'il avait l'air extrêmement informé. Donc ça nous amène vraiment, c'est ce qu'on avait dit dans notre rapport, le patriarcat médical, c'est terminé. Dorénavant, nous devons travailler avec nos patients. Nous avons besoin d'eux. Les patients partenaires, par exemple, pour moi, c'est un excellent exemple. Le problème du médecin aujourd'hui, c'est que c'est devenu un technicien qui manque de temps. Nous n'avons plus le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas récupérer. Et donc, il faut... Alors, où nous trouvons des solutions pour retrouver du temps dans nos pratiques. Si nous n'avons pas de solution, il va falloir que nous nous aidions, que nous appuyions sur des personnes qui vont nous aider à mieux expliquer les choses, à répondre aussi à des questions qui ne sont pas forcément les nôtres. L'autre fois, je fais de la cancéro en mammographie et j'avais par exemple la question d'une patiente. Moi, j'étais en train de lui expliquer tout ce qu'on allait lui faire d'un point de vue médical et sa question c'était « mais moi j'ai des enfants à aller chercher à la garderie, c'est à quelle heure les chimiothérapies ?» Donc, pour moi, ce qui est très important dans cette ère de communication, nous ne sommes plus sur un dialogue uniquement avec un médecin qui sait tout, un patient qui sait rien. Dorénavant, c'est fini. Nous sommes avec deux personnes qui ont certes des niveaux de connaissances un petit peu différents, mais qui ont tendance à se rapprocher et qui, sur le sujet de l'humain, par exemple, ont beaucoup de choses à faire ensemble. Alors, Anthony Gélis, justement sur ce qu'on vient de se dire là, mais sur la question que je vous posais. Oui, alors beaucoup de réflexions. Mettez bien le micro. Beaucoup de réflexions qui viennent en tête, effectivement. La première, c'est sur la technicité médicale. Et on a une médecine qui est hautement technique maintenant, et c'est des grands changements ces 40-50 dernières années, avec un essor de la technicité. Et le piège, en fait, de se réfugier dans cette technicité et de ne devenir que des techniciens de la médecine. Il ne faut pas s'étonner après qu'on nous traite comme des techniciens de la médecine. Je pense que le rôle de médecin est bien plus large que ça. Il faut être vigilant, un patient enfermé. Et la relation de soins est une des particularités, des singularités et qu'il faut défendre. Il faut défendre également, je pense, un côté artisanat de la médecine. Il faut le revendiquer. Le premier point, c'est celui-ci. Le deuxième point, je rebondis là-dessus sur l'évolution des générations. Il faut avoir conscience qu'on s'adresse à des générations différentes et qui ont connu un rapport à la technologie qui a évolué. L'attente vis-à-vis de la médecine a également évolué en parallèle. Et finalement, vous parlez de la posture paternaliste, développer le partenariat en santé, tout ça constitue les différentes manières d'envisager le degré de verticalité ou d'horizontalité qu'on met dans la relation. Et il n'y a pas une meilleure manière de faire qu'une autre, il y a juste une manière qui est plus adaptée à la personne que j'ai en face de moi. Et in fine, le rôle du médecin, c'est pas de faire en sorte que le patient soit compliant à la prescription qu'il fait, c'est lui d'être plutôt compliant à la manière dont la personne en face souhaite que je joue la partie. Et ça, c'est un élément qui est très important. Dans les premières minutes de la relation, implicitement, vous rentrez en communication avec la personne et vous vous faites des idées sur la façon dont elle... qu'est-ce qu'elle attend en fait du médecin dans l'échange, qu'est-ce qu'elle vient chercher comme information, etc. Et vous arrivez à trouver quelle va être la posture qu'il va falloir adopter.
une posture extrêmement partenariale avec... Je vais utiliser quelques stéréotypes, j'en suis désolé, mais en fonction des générations, c'est quand même important. Une personne âgée va attendre du médecin qu'il soit détenteur d'une connaissance et qu'il lui explique concrètement qu'est-ce qu'il faut faire dans sa situation. Lui donner le choix peut être très perturbateur pour elle, et elle peut considérer, cette personne, que le médecin n'est pas tellement compétent s'il ne sait pas exactement où il veut aller. A contrario, quand on s'adresse à des générations de plus en plus jeunes, le médecin est consulté, potentiellement consulté, au même titre que d'autres thérapeutes, d'autres médecins, ou d'autres informations trouvées sur Internet, et éventuellement aussi avec des interrogations en utilisant l'intelligence artificielle en préambule de la consultation. Que fait-on de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça dans la consultation quand ça nous est exposé ? Les exemples ne manquent pas dans nos pratiques, je pense. Et on s'y intéressait il y a très longtemps dans mon champ disciplinaire. On s'intéressait sur la qualité d'information sur les sites internet portant sur les grandes pathologies qu'on prend en charge en médecine physique. Il y avait les OnCode, par exemple, qui étaient des sites certifiés pour la qualité de l'information qui s'était contenue, etc. Mais l'impression que tout ça maintenant est complètement balayé par l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le débat. Je reviens sur ce qu'on apprend à la faculté de médecine. À la faculté de médecine, vous avez compris que sur Montpellier-Nîmes, on a investi le champ du savoir-être, considérant que c'était une compétence, que les étudiants étaient des professionnels dans l'obtention de leur diplôme. C'est leur métier aux étudiants d'obtenir leur diplôme, c'est normal. Et que la R2C, la réforme du deuxième cycle des études médicales, nous apporte une vraie opportunité pour revaloriser le positionnement des savoir-être et de la relation de soins dans le débat. Les étudiants ils sont évalués avec des mises en situation pratiques, ce qu'on appelle des écosses, et donc la faculté doit les former à être performants sur ces écosses, et c'est ce qui va motiver les étudiants. À nous d'utiliser en fait cette motivation des étudiants pour introduire l'importance de la communication thérapeutique. Et c'est là qu'on en vient aux enseignements que l'on va former sur les étudiants et les jeux de rôle qu'on fait avec eux, et qui redonnent du sens en fait au métier de médecin dès la 3e année. Ils sont en perte de sens souvent les étudiants, et ça permet de reprendre du sens. Pardon, je vais revenir sur les questions de surinformation. On va revenir également avec Madame Bokhari sur les questions liées notamment aux formations, ce qu'on vient de dire ensemble. Et peut-être une vraie question, est-ce que finalement la relation telle qu'elle existe aujourd'hui, quand on va au cabinet médical, quand on va à l'hôpital, est-ce que finalement le patient, lui, qui est passé par Internet avant, est-ce qu'il y a une troisième personne qui rentre dans la relation ? Et est-ce que ça va pas déstabiliser complètement la relation qu'on peut avoir entre le médecin et le patient ? Alors, est-ce que pour un bien ou pour un mal ? Peut-être qu'on peut faire tourner la parole. M. Chandrzejewski. Merci déjà pour cette invitation. Très heureux d'être parmi nous aujourd'hui. C'est la question centrale de notre table ronde, c'est l'hyperinformation, la surinformation. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose en soi ? Je ne pense pas que ce soit une bonne ou une mauvaise chose en soi. C'est un fait qui est intangible. On l'a vu avec la crise sanitaire du Covid. Ouais. Les patients étaient en isolement affectif, social, émotionnel, mais aussi médical. C'est-à-dire qu'on fait avec, et il va falloir travailler avec de toute façon. Oui, c'est ça. C'est irréversible. On est passé à un autre moment. Et donc, dans ce cas de figure-là, il y a des avantages et des inconvénients. Le patient, durant cette période, il a été chercher les informations où elles étaient disponibles. Donc c'est le digital, les réseaux sociaux, mais c'était rempli de beaucoup de choses. Et donc les avantages, c'est que, moi je le vois en consultation, c'est que les patients, ils arrivent plus curieux, plus engagés, et souvent mieux préparés, surtout mieux préparés à la consultation, et ça en fait des moments de dialogue plus riches. Docteur, j'ai vu ça sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc c'est un levier de dialogue et un levier d'éducation en santé qui est vaste. A contrario, il y a aussi des limites par rapport à tout ça. C'est dans le cas où le patient considérerait l'information qu'il a trouvée sur le digital, sur les réseaux, comme de la connaissance. Qui n'est pas passé à travers ce tamis d'une personne qui aurait la compétence pour faire le tri, pour hiérarchiser. Et donc là, ça pourrait entraîner de l'anxiété, des autodiagnostics erronés et du coup de l'automédication fallacieuse. Et ça veut dire que le rôle aussi du médecin a changé vis-à-vis de ça.
Oui, le c'est positionnement du médecin. Oui. Le patient, désormais, il n'arrive plus vierge d'informations. Il arrive avec des hypothèses. Et donc, le rôle du médecin n'est plus seulement de diagnostiquer, de rassurer, mais c'est aussi de contextualiser, d'humaniser cette information pour la filtrer et que le patient reparte avec de la connaissance et de la réassurance aussi. Alors, Atika Boukari, peut-être quelques mots en tout cas sur ce qui vient d'être dit autour des formations. Puis après, évidemment, Serge Huzon complétera. Oui, je pense que moi, peut-être de mon point de vue, avec beaucoup de modestie, j'ai pas l'impression que il y ait... J'ai envie de dire qu'il y a toujours eu un bagage avec lequel est venu le patient. Peut-être qu'avant, c'était des références bibliques, peut-être qu'avant, c'était ce que disait la grand-mère. En tout cas, les patients venaient avec leur conception, leur idée, leurs symptômes, la manière dont ils les vivaient. Et c'était après au médecin de déconstruire, d'essayer d'emmener le patient, de l'amener à se convaincre lui-même de ce qu'il pensait. Et donc, nous qui sommes arrivés avec l'IA depuis le début, c'est pas pour nous quelque chose qui soit révolutionnaire ou une menace. Oui, vous vivez avec depuis On le vit début. avec, c'est un petit peu on va dire, le bagage culturel des patients qui viennent. Ils viennent pas sur une page blanche, ils ont déjà des idées en tête, ils ont déjà fait leurs recherches. Et l'idée, ça va être comment accueillir ça et comment le transformer et emmener le patient là où on veut l'emmener. Et des pistes pour ça, ça va être l'accueillir ouvertement. Qu'est-ce que vous savez de cette maladie? Est-ce que vous l'avez déjà cherché sur Internet? Quelles peuvent être les peurs? Est-ce qu'il y a eu le mot cancer qui est venu? Est-ce qu'il y a le mot chirurgie? Et donc, en effet, de plus être un guide et d'emmener le patient vers la réalisation de ce qui est plus probable. Et un élément important, ça va être l'incertitude, pour le coup. Ça, c'est quelque chose avec lequel l'IA a beaucoup de mal. Elle tranche, elle dit oui ou non, c'est ça ou rien. Or, surtout en médecine générale, parce que je prêche un peu pour ma paroisse, mais l'incertitude, c'est la partie intégrante de la prise en charge. Et donc, d'emmener le patient depuis ses certitudes à un flou, à lui expliquer, et de s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Après, l'usage de l'IA, on en a dans notre pratique en dehors des stages, et l'utilisation en stage. En stage, vous le pratiquez régulièrement. Comment ça se manifeste? Donc, il y a eu certaines études assez récentes, 2025, mais c'était pas des très gros effectifs. Mais globalement, il y avait plus de 90% des internes qui avaient utilisé une intelligence artificielle pendant leur stage. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu on va dire une seniorisation partielle. C'est-à-dire que l'interne, quand il a une incertitude, quand il a un doute, il va aller chercher le médecin senior pour lui dire « ouais, je suis pas sûr, c'est quoi déjà la reco ?» Et en fait, c'est comme un intermédiaire. Le médecin senior, il est peut-être pas sollicitable à tout moment. Et donc, ça permet à l'interne plutôt que de faire « je sais pas, je vais voir le médecin », à faire « je sais pas, je cherche, je vérifie ». Un filtre. Et ensuite, je discute parce que j'ai vu ça, j'ai cherché des sources et en fait, qu'est-ce que tu en dis, qu'est-ce que tu aurais fait? Et ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est l'utilisation, on va dire, souhaitable de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut avoir de la critique, il faut pouvoir chercher ses sources. Et donc, c'est les outils pour arriver à ce bon usage de l'intelligence artificielle qui nous manquent cruellement dans nos études. Et les étudiants en sont conscients. Plus de la moitié estiment que l'intelligence artificielle nuit à la relation avec leurs patients. Et donc ils en sont conscients, ils sont conscients du besoin. Et il y a une énorme lacune, c'est un peu on essaye et puis on échec. C'est important et j'aimerais qu'on vous entende peut-être le professeur Huzon là-dessus. Et on reviendra bien sûr. L'IA nuit à la relation, selon ce que vous dites. En tout cas, elle pourrait nuire à la relation. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de transformer pour que, justement, ça soit un plus et non pas quelque chose de négatif? Alors, je dirais que là, on a entendu des choses avec il y a forcément des contradictions. Les patients ne sont pas tous les mêmes. Ils n'attendent pas du tout la même chose de leur médecin. Moi, j'attends, quand je vais voir un médecin, une expertise qui me dépasse et me donne la solution. Je n'y vais pas pour d'autres thématiques. La question est que on a substitué
au triangle hippocratique, le médecin, le malade, la maladie, ça paraissait simple, et là, on peut faire du singulier, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire du particulier, des fois même un peu de l'ésotérique, mais du singulier. Aujourd'hui, c'est un polygone, il n'y a plus de triangle, c'est un polygone multiprofessionnel, multi-acteurs de la profession, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les non-médecins, les paramédicaux. Il y a le patient lui-même qui est devenu acteur de sa santé, et c'est très bien. Mais vous allez avoir un patient qui ne réclame pas une symétrie de connaissances, parce que ça, c'est pas possible. Si on a fait 15 ans d'études et qu'on en sait autant que le gars qui a passé 2 heures sur Internet, c'est que vraiment, on était plus nul que la moyenne. Donc, il ne réclame pas une symétrie de connaissances, il réclame une symétrie d'humanité. On a une symétrie humaine qui doit s'établir. Et là-dedans, l'IA, est-ce que ça peut être un facteur déstabilisant, un facteur qui rende impossible la communication? Sûrement pas. Je commencerai par la conclusion, comme ça au moins je suis sûr de l'avoir casé. L'IA ne remplacera jamais le médecin, mais j'affirme que les médecins qui n'utiliseront pas l'IA seront balayés et remplacés. C'est simple, clair et net. Parce que l'IA vous apporte des éléments énormes dans la gestion des masses de données. Aujourd'hui, un patient, alors d'autant qu'on va avoir à gérer de plus en plus des patients âgés, multipathologies, avec des chronicités, avec de nombreux traitements, des incompatibilités de traitement. Et aujourd'hui, si on avait vraiment l'histoire de tout le patient, de tous ces traitements, du fait que le jour où on l'a opéré pour un calcul, il avait une allergie à tel traitement ou tel autre, si on dispose de toutes ces données et qu'on peut s'en servir, eh bien, on va mieux soigner le patient, on va éviter les conneries. Et donc, je pense que l'IA peut être, et je terminerai là-dessus, quand je m'exprime dans les pays anglo-saxons, il faut faire une médecine non pas data-driven, guidée par les données, mais data-assisted. Et l'IA doit nous aider à libérer du temps dédié au dialogue, du temps dédié aux médecins pour penser à faire autre chose. Et donc, cette libération du temps, alors que je vois souvent, et ça me choque beaucoup, des fabricants d'IA pour les médecins qui disent vous pourrez voir un malade toutes les 10 minutes au lieu de le voir toutes les 20 minutes grâce à notre IA. Ça, c'est le pire qu'on puisse imaginer. Voilà. Ce que disait tout à l'heure Dr Tafani aussi sur la question du temps qui est très important. Madame Noël, je reviens vers vous parce que donc, vous avez monté ce festival dédié à la santé. J'imagine que vous entendez, vous voyez, vous sentez aussi les courants qui arrivent devant nous, cette question de la surinformation, parce qu'on parle de l'IA, mais il y a cette question de surinformation, et j'imagine que vous aussi, vous en avez entendu parler depuis un long moment. Voilà, alors en fait, le Festival de la communication santé a 36 ans, ce sera la 35e année parce qu'il y a eu l'année Covid qui l'a interrompu, et nous sommes les grands témoins de la communication santé depuis très longtemps, et de tous les courants de communication, et avec maintenant le numérique qui est extraordinaire parce qu'il permet à la fois de faire une communication de niche et à la fois de faire une communication avec le big data et enfin énormément de data. Et donc j'aimerais quand même rebondir sur 2 choses que j'ai entendues dans vos propos. Je reviendrai sur celle du professeur Uzan aussi, mais aussi j'ai un médecin, en fait, c'est pour nous, enfin, l'analyse qu'on fait, c'est vraiment un guide de confiance. On a une chose qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, c'est que, par exemple, le colloque de Davos estime que le premier risque mondial, c'est la désinformation. Donc, on est en surinformation, mais aussi on est terriblement en infox. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. Je vous donne une petite étude qui n'est pas ultra récente, parce que ce ne serait pas la même guerre, mais là, très récente quand même. La désinformation sur les réseaux sociaux est à 40% en santé, parce que la santé, c'est de l'émotionnel. Et vous savez que quand on
vous avez de l'émotion qui passe, vous êtes manipulé déjà. Alors je ne parle pas de l'empathie que vous avez par rapport à un patient, bien entendu, mais dès que vous écoutez une nouvelle et que vous avez de l'émotion, ben vous êtes déjà manipulé. Et il faut essayer de prendre du recul parce que l'émotion annihile un petit peu votre réflexion. Donc plus que de la surinformation, il y a de l'infox. 40% sur les réseaux sociaux de l'infox, c'est la santé. 20% à cette période, c'était la guerre d'Ukraine, donc j'imagine que ça doit être cette, diront aujourd'hui, et 10% la politique. Donc vous voyez quand même que vous êtes au cœur de quelque chose ici de très fondamental, parce que c'est ici et là où nous sommes enfin, surtout pas là où nous sommes, mais c'est dans notre cœur de métier qu'il y a le plus d'infox. Et l'autre chose qui est importante, c'est que on vit une époque extraordinaire. Je dirais que vous vous souvenez bien sûr tous de Marie Curie. Il y a eu le meilleur et le pire dans sa découverte. Et je dirais que c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Mais les esprits que vous êtes, les scientifiques que vous êtes, les gens éthiques et déontologiques que vous êtes, vous avez une grande part de responsabilité aussi pour donner de la matière à l'IA. Parce que je vais vous citer encore un petit exemple, pardonnez les anecdotes, mais Donald Trump dernièrement a dit que le Doliprane, quand une femme enceinte prenait du Doliprane, ça rendait les enfants autistes. Eh bien le lendemain, vous pouviez interroger toutes les IA. Elle disait que le Doliprane pouvait rendre autiste. Donc tout dépend de qui le dit. Si quelqu'un qui a un énorme pouvoir le dit, ben ça va influer sur l'IA. Donc moi je pense aujourd'hui, et vous êtes tous tellement qualifiés pour ça, alimenter l'IA de vraies informations, ça permettra à vos patients de connaître une information beaucoup plus validée qu'approximative comme elle peut l'être aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez poser des questions, commencez à y réfléchir et à m'interpeller, n'hésitez pas. Anthony Gélis, vous vouliez réagir, mais il est en discussion avec Serge Usan. Messieurs, Anthony Gélis, vous vouliez réagir tout à l'heure aux propos de Serge Usan. Oui, alors pour aller dans le sens de ce que j'ai entendu de part et d'autre, et beaucoup de propos avec lesquels je suis très d'accord, un médecin qui ne va pas utiliser l'IA et un médecin qui va passer complètement à côté de la plaque de son art médical, je suis tout à fait d'accord. Comment est-ce qu'on alimente les IA pour qu'elles puissent avoir des données probantes et ça, c'est un vrai sujet. Et justement, est-ce qu'on a des réponses là-dessus ? Alors peut-être mon voisin en a quelques-unes. On lui donnera la parole tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le débat sur l'information que le patient vous communique quand il vous dit en début de consultation « j'ai eu telle information sur Internet » ou « j'ai interrogé ChatGPT sur tel sujet, etc. » Qu'est-ce que ça me fait moi en tant que médecin en fait, le fait que le patient dise ça? Qu'est-ce que ça produit chez moi? Comment je réagis d'un point de vue émotionnel et pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. On en parlait tout à l'heure sur l'intelligence émotionnelle et commencer par accepter et analyser ses propres émotions. Est-ce que je me sens en danger? Est-ce que finalement la personne qui me dit ça, elle ne m'accorde pas une certaine confiance dans le regard que je vais porter sur ses paroles et comment je vais le vivre et l'interpréter? Est-ce qu'elle ne me donne pas une opportunité de creuser la question, et je rejoins tout à fait ce que disait mon voisin à droite, sur l'opportunité qui m'est donnée de creuser une question et d'aller explorer pourquoi est-ce qu'elle s'est posée ces questions-là et de le regarder ensemble. C'est une base de départ en fait pour explorer le problème. Avoir conscience que ce qu'on trouve sur Internet, ce sont des données généralistes qui souvent sont bonnes, parfois sont très mauvaises, effectivement, et que notre rôle est d'éclairer en fait la personne là-dedans. Nous, on est spécialistes dans l'adaptation à la situation, spécialistes dans la gestion de l'incertitude. Là où l'IA, par contre, va être très mauvaise, très très mauvaise. Je vous invite à lire un excellent article qui est sorti dans National Geographic il y a quelques jours, qui explique en quoi l'IA échoue dans la prédiction de l'intuition médicale. Qu'est-ce que l'intuition médicale?
en fait. Ce je ne sais quoi qui fait qu'on a le sentiment qu'on n'est pas sur la bonne voie ou que c'est plutôt cette voie dans laquelle il faut aller. C'est pas farfelu du tout, c'est basé sur des éléments inconscients de communication non verbale, paraverbale. Et donc, c'est ce qui fait aussi l'art médical. Et il faut en avoir conscience. Alors l'IA ira sur ce terrain-là, mais il y a encore du chemin à faire et on a de la place là-dedans. Oui, Serge Usan, je vous en prie. Alors, d'abord, je suis très content d'avoir appris qu'il y avait un festival de la communication en santé. Je vais regarder et essayer de venir au prochain parce que je pense que c'est très, très intéressant. Alors, l'IA, le problème de l'IA, c'est qu'on mélange tout et son contraire. Il y a des IA qui sont peu éthiques parce qu'elles utilisent n'importe quoi comme base de données. Et il y a des IA qui commencent à avoir un souhait, une volonté éthique. Alors j'en cite une, mais j'ai aucune action dans la boîte, c'est Claude, qui a fait une démarche d'IA volontairement éthique sur les bases utilisées, etc. Il y a une réglementation européenne aujourd'hui qui peut et qui sera mise en œuvre contre les IA ne respectant pas certaines règles qui sont là. Mais en fait, l'IA du futur, elle est aussi bien pour les patients que pour les médecins, une IA qualifiée et qui corresponde à des données qualifiées et vérifiées. Parce que le problème, c'est qu'on mélange des choses qui sont vérifiées ou pas. Amusez-vous à faire sur ChatGPT, par exemple, de poser des questions auxquelles vous connaissez parfaitement la réponse. Et de poser la question, et vous allez voir que le taux estimé d'erreur aujourd'hui de ChatGPT est d'environ 30%, et c'est un des plus élevés. Mais ça ne veut pas dire que ce soit le plus mauvais. À partir du moment où vous lui posez une simple question, mais qu'avant vous lui dites « je veux bien répondre à 5 questions que vous allez d'abord me poser », vous allez voir que le taux d'erreur va descendre. Donc il y a question, façon et façon de poser la question. Donc ça, c'est très important. Enfin, rappelons-nous qu'il faut, en médecine, l'incertitude, le doute font partie de notre métier. C'est pour moi, quand j'étais doyen, l'enseignement de l'éthique, c'était pas de faire venir des chefs religieux de différentes obédiences et de les faire parler d'un sujet, c'était de faire venir des gens qui parlaient du doute, de l'incertitude et du doute partagé et surtout, ce qu'on n'a pas encore suffisamment évoqué ce matin, la décision partagée avec le patient. Et il m'est arrivé même d'avoir avec les patients des transgressions partagées. Un petit exemple, quand il y a 35 ans, j'ai vu une patiente qui était enceinte, qui avait un cancer du sein et qui ne voulait en aucune façon entendre parler d'interruption de grossesse, nous avons transgressé les règles de l'époque et nous avons mis en œuvre une chimiothérapie qui finalement a permis de régler la question. Et aujourd'hui, c'est le traitement standard. Donc la transgression, donc l'IA peut vous aider dans votre doute, dans votre inquiétude. Il faut avoir une inquiétude et c'est très fécond à condition d'en faire quelque chose de positif. Voilà. Merci, professeur Usan. Atika Boukari, peut-être sur ces questions-là, parce que là, ce sont les médecins confirmés, mais justement, comment vous le transposez à vos étudiants? Oui, je vous remercie, professeur, d'avoir donné la définition, en tout cas de faire la nuance entre les IA génératives, pas dégénératives, enfin, quoique, mais génératives et les IA fermées. Et peut-être que ma note optimiste du début était liée au fait que dans la pédagogie, on est relativement reconnaissant que nos enseignants se saisissent de ces sujets-là et s'approprient le sujet. Encore une fois, moi non plus, je n'ai pas de part dans le logiciel, mais notre collège des enseignants a créé son intelligence artificielle générative fermée, avec uniquement des sources qui sont choisies. Ça vient de plus en plus dans de nombreuses entreprises aussi. Exactement, on fait ça. exactement. Et donc c'est tout le but de s'approprier l'outil plutôt que que ça reste quelque chose de lointain. Et puis avec l'incertitude va la prise en charge globale du patient. Parce qu'une IA, on ne peut pas lui dire qu'en fait il a tant d'enfants, qu'il est plus proche de cet arrêt de bus ou loin de celui-ci, ou alors qu'il a eu un deuil et donc il dort moins. En tout cas, l'intérêt porté à une vision globale du patient, c'est, je pense, en plus de la sensibilité qu'on peut avoir et de l'empathie,
quelque chose qui ne pourra jamais être, en tout cas, l'IA ne pourra jamais s'approprier une vraie vision globale du patient. Et dans cette démarche-là de vision globale, et on a un peu un rapport avec la table ronde juste avant, c'est celle d'encourager parmi les médecins, parmi les futurs médecins, d'exploiter nos sensibilités, la pluralité de nos parcours, d'encourager la licence de philosophie en même temps que les études de médecine. Ouais. Et ce sont ces choses-là auxquelles on pourra se raccrocher et retrouver un petit peu d'humanité, en tout cas moins la perdre. Oui, professeur Fiat, qui est au premier rang, nous en avait parlé tout à l'heure, et exactement, c'est ce mélange qui fait la richesse également. Florent Jandrzejewski, moi j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux ce que vous faisiez. Alors on va expliquer un tout petit peu peut-être, voilà, je vous laisse expliquer un petit peu ce que vous faites, tout simplement. Eh bien, c'est parti du constat après la période sanitaire du Covid. C'est vrai qu'il y a eu un boom de l'information avec une augmentation des débats, des avis d'auto-experts proclamés. Et donc, il y a eu une sorte de désacralisation de la parole médicale. Et j'ai ressenti en tout cas le besoin d'avoir une information qui était fiable et qui était proche de la connaissance pour les patients. Et donc j'ai eu envie de créer un support accessible. Le digital, c'est facilement accessible. Tout le monde l'a chez soi, son smartphone, sa tablette, son ordinateur, mais aussi de manière structurée et canalisée. C'est pour ça que les vidéos que je produis sur Instagram, sur YouTube, sur différents réseaux sociaux, ça part d'un script, d'un verbatim que les patients souvent m'amènent avec eux. Et j'en fais, à l'aide des recommandations, un thème, la gastro-entérite, la grippe, les morsures de tiques récemment. Mais ça passe par un filtre, par le comité scientifique d'SOS Médecins France, où il y a 5 relecteurs qui regardent si mon script est bien adapté aux recommandations, si je ne dévie pas de la parole médicale. Donc c'est, on va dire, un premier filtre. Et après, on tourne ça en studio. Et il y a un second filtre qui arrive. Une fois que la vidéo est tournée, je le renvoie à la Fédération d'SOS Médecins France qui regarde si la gestuelle, le comportement est bien aligné avec ce qu'il faut. Et après, diffusion sur les réseaux sociaux. Alors c'est un outil supplémentaire de pédagogie et les patients le trouvent positif, ce support-là, parce qu'ils viennent parfois en consultation en disant « Ah, docteur, je vous ai vu sur cette vidéo-là, sur la piqûre de tique, et j'ai un érythème migrans ». Ils sortent le mot érythème migrans. Donc il y a eu un partage de cette information grâce aux réseaux sociaux. Et je trouve qu'il y a une sorte de lien continu qui s'est tissé avec l'avant-consultation, parce qu'ils entendent un ton, des valeurs, une pédagogie, un axe qu'ils s'approprient. Et après, durant la consultation, ça a créé une forme de proximité anticipée. Et donc, ça humanise la consultation. Et donc, il y a un rapport et un dialogue plus riche qui s'est déjà installé et qui fait que ça devient un levier d'éducation en santé qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est vaste. Et après la consultation, ça prolonge aussi, parce qu'ils peuvent aller retrouver des informations dont on vient d'échanger. Donc c'est aussi ça l'intérêt du digital et aussi de l'intelligence artificielle, parce que le médecin, c'est en effet plus le seul détenteur de l'information, mais c'est le seul qui est encore capable de la démocratiser, de la hiérarchiser. Mais allez-y, hein, mais je me viens une question, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer à la surinformation en faisant ça? Ou est-ce qu'au contraire vous accompagnez le patient? Où est la limite? J'aide le patient à faire le tri dans tout ça, parce que le patient, il va faire confiance à ce qu'il comprend. Donc, à l'aide d'un bon verbatim, d'un verbatim digeste et compréhensible, il va pouvoir s'approprier l'information, mais passer dans le tamis de celui qui a la connaissance, à qui il donne une légitimité. Et donc, c'est là où ça devient de la connaissance. Donc, il arrive avec de l'information, mais il repart avec de la connaissance. Et c'est ça que je trouve très intéressant et que les patients me rendent bien à travers ces vidéos. Et c'est bien ça sur lequel on doit, le but final, de là où on doit arriver avec l'IA ou le multiple information, c'est bien ce que vous décrivez comme processus.
Et Madame Noël, vous aussi, est-ce que vous avez l'impression de, parce que du coup cette question me vient aussi là, de participer à cette surinformation, ou au contraire le festival tel qu'il est là est fait pour déconstruire tout ça et apporter une nouvelle information, vu tout ce que vous nous avez dit sur la désinformation notamment? C'est plutôt, enfin, le festival, je pense, aide surtout à trouver, si vous voulez, le bon grain de livret. Et en fait, et surtout, quelles sont les bonnes pratiques, comment communiquer, voilà. Et je pense que ce que fait Florent est particulièrement exemplaire, parce que ce sont des formats courts, et c'est surtout passé aussi dans un prisme avec une vérification. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de médecins prendre la parole de cette façon-là, ou de soignants d'ailleurs en général, et aussi d'associations de patients, hein. On parle beaucoup du patient partenaire, mais l'association de patients est extrêmement importante parce que ce sont des gens qui ont un savoir expérientiel et qui vont aider un patient, un nouveau patient à passer le gué. Et du coup, je me suis perdue, pardon. C'est intéressant parce que le médecin, en fait, c'est une pyramide. Enfin, imaginez une pyramide. Aujourd'hui, par exemple, en matière de cancérologie, hein, on va avoir des thérapies géniques, etc. Donc, vous imaginez que pour expliquer ça très très simplement et en quelques mots, c'est vraiment le haut de la pyramide et ce ne sera pas très digeste. Et en fait, le rôle du médecin va être plutôt d'être dans la partie basse de la pyramide, en ayant vulgarisé sans avoir amoindri le propos. Vous voyez ? Et c'est exactement ce que fait Florent. Et ça, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment pas perdre de vue. Si vous êtes trop technique, ben vous n'êtes pas audible. Et puis on va vous reprocher aussi cette technicité. Et on va aussi, quand on est trop technique, on va aussi ouvrir la porte aux gourous. Hein, parce que, pardonnez-moi, mais dans la désinformation, on a travaillé au festival un peu avec la Mivilude, qui voit les dérives sectaires, mais il faut savoir que dans la santé, il y a des dérives sectaires. Et en particulier, plus la pensée est complexe en médecine, plus la pathologie nécessite une complexité. Si on ne vulgarise pas, on laisse la porte ouverte à des gourous et à une espèce de magie. N'oubliez pas quand même que vous venez, il n'y a pas si longtemps, il y avait des rebouteux, etc. Donc en fait, il ne faut pas laisser la place à la magie. Et c'est pour ça que des vidéos courtes, des formats comme ça, vérifiés, scientifiques, mais c'est, voilà, ça c'est du pain béni, voilà ce qu'il faut. Pour que le patient comprenne, c'est pourtant complexe, mais ça devient simple grâce à cette vulgarisation. Et Atika Boukari, justement sur cette question de désinformation, quand on a préparé un peu le débat, vous m'aviez parlé de la question du scepticisme, et notamment le scepticisme autour de la question de la vaccination. La surinformation, il y a forcément à un moment donné à chercher et à lutter contre la désinformation. Comment est-ce que vous faites, vous également ? La première étape, ça va être d'essayer de comprendre quel patient c'est. Est-ce que c'est la moitié des patients qui est d'accord mais qui est influençable ? Est-ce que c'est 30% qui sont pas d'accord mais qui sont influençables ? Est-ce que c'est les 10-20% qui sont justement plus de l'ordre du complot, des certitudes qui sont extrêmement figées dans leur pensée ? Et donc la vaccination en médecine générale, c'est quelque chose qui, en France, on est les champions, et on y fait face quasi quotidiennement à ce scepticisme-là. Et donc, en effet, la première chose, ça va être d'explorer à qui on s'adresse. Et parfois, au niveau de la santé publique, les 10% qui sont complètement réfractaires, ça ne vaut pas la peine de passer 1 heure et de ne pas avoir 3 autres patients. Et sur les autres, il faut, sur ceux qui sont d'accord mais influençables, leur proposer des sources pour réconforter leur connaissance. Et les 20-30%, c'est là qu'on peut explorer davantage. Donc ça va être le fait de poser la question sur des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez lu ? Qu'est-ce que vous savez ? Reformuler, valider les émotions, entendre que ça peut être quelque chose qui peut être inquiétant, source de peur. Et puis par contre, alors là je me base sur des cours qu'on a dans certaines facultés, notamment à Nantes. La dernière étape, ça va quand même être celle de trancher, de dire moi en tant que médecin, je vous conseille ça. Et de le dire clairement que c'est notre recommandation, ça fait partie des éléments qu'il faut faire dans les entretiens motivationnels pour changer les habitudes et les préjugés des patients. Ça veut dire que vous redonnez au médecin une place qu'il a toujours eue, celle d'affirmer
l'affirmation de son rôle de médecin. C'est ça, si je comprends bien. C'est amener le patient à se convaincre lui-même. D'accord, c'est encore plus subtil. Serge Usan, je vous en prie. Alors, pour poursuivre sur ce sujet qui est très important, vous avez défini des pourcentages. En fait, les pourcentages varient selon le médecin lui-même, parce que ne vient pas vous voir un patient qui n'a pas été informé par son médecin traitant, etc. Mais il n'en reste pas moins que, comme vous l'avez dit, il y a un certain pourcentage de patients avec lesquels vous ne sentez aucune confiance. Et quelque part, il faut savoir faire la part de la charge émotionnelle que ce patient va générer. J'ai vu trop souvent, j'ai été patron d'un service où il y avait plus de 70 médecins, donc j'ai eu à gérer des charges émotionnelles chez certains de mes collaborateurs qui étaient défaits par une consultation avec les patients. Et je leur disais non, vous avez le droit de dire à un certain moment, écoutez, la charge émotionnelle qui est en train d'apparaître entre nous n'est pas compatible avec une bonne décision de ma part, et je vais vous orienter vers un autre de mes confrères, et il faut savoir mettre fin à une relation. Et donc, ce point-là est très important. J'ai vu trop souvent des collaborateurs, de jeunes collaborateurs, pleurer, être traumatisés par ça. Alors heureusement, ma dimension paternaliste, et puis c'est plus facile quand on est un vieux monsieur avec une barbe d'expliquer ça, c'est de dire non, moi aussi il y a des patients que j'ai pas su gérer, mais j'ai su gérer la façon de leur dire que je ne pourrais pas aller plus loin avec eux. Tout à l'heure, une personne nous a posé cette question lors du premier débat sur la charge émotionnelle. Je crois que c'était une dame qui était de ce côté-là. Justement, la charge émotionnelle avec la surinformation, comment justement on arrive à garder ce lien avec le patient, mais avec soi-même. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur ce point? Juste, la surinformation ne génère pas de la charge émotionnelle. Moi, j'avais un petit truc pour ça, puisque je faisais surtout de la cancérologie, c'est de dire, prenez un petit carnet sur lequel vous notez les questions que vous voulez me poser. Parce que quand vous allez être face à moi la prochaine fois, vous aurez oublié les questions que vous vouliez me poser. Donc notez-les et on les verra ensemble, etc. Et il m'arrivait même d'en suggérer. Parce que c'est ça aussi. C'est ce que j'appelle la symétrie humaine. Votre angoisse de patient, mon angoisse de médecin, de passer à côté de quelque chose. Et ça, c'est tout à fait salutaire. Mais si cette angoisse devient paralysante, eh bien, il faut savoir s'arrêter. C'est pas si simple que ça. Pour vous, aujourd'hui, ça paraît presque facile, mais j'imagine que pour un jeune, c'est beaucoup plus difficile de dire ça, non? C'était une réflexion comme ça, mais... En fait, c'était un peu mon propos introductoire. C'est-à-dire que la charge émotionnelle vient du fait qu'on se sent dépassé, qu'on se sent impuissant, qu'on se sent menacé. Or, je pense que, sans faire de généralité et sans pouvoir sourcer véritablement mon propos, parce qu'on n'a pas ce genre d'études, au vu des premières années d'études et les patients qu'on connaît depuis qu'on est là, ça ne représente pas une menace. En tout cas, ça ne porte pas atteinte à notre intégrité en tant que médecin, que le patient remette en question ou pose davantage de questions. Et peut-être que c'est aussi une histoire d'habitude de pratique. Quand on a connu le patient qui ne remettait jamais en question, alors ça peut apparaître comme une menace et donc créer une charge émotionnelle supplémentaire. Et sinon, ça peut être juste la normalité. Un patient qui s'interroge, qui veut comprendre, qui vient avec son bagage. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, des questions, des commentaires dans la salle? Oui. Monsieur, tout à l'heure, je ne vous avais pas pu poser votre question. Est-ce qu'on peut apporter des micros, s'il vous plaît? Sinon, je vais me déplacer. Là, je vous demanderai de faire passer le micro après. Merci. Merci Guy Even. J'enseigne à Créteil, dans le département de psychologie médicale, relations médecin-malade. Par rapport à la gestion de la charge émotionnelle du médecin face à ce patient, je voudrais rappeler ce que disait Michael Balint, qui est donc quelqu'un qui est à l'origine d'une méthode de formation à la relation pour les médecins. Il disait, en gros, quand le médecin perçoit chez lui cette charge émotionnelle, il doit la comprendre, l'évaluer comme une information. Une information que lui transmet le patient sur sa demande,
sur sa psychologie, sur sa personnalité. Hein, et vous voyez, simplement le fait de prendre ce recul, de se dire je ressens ça, alors c'est pas simple, hein, mais je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le qu'est-ce que ça veut dire, ça permet de prendre un peu de distance. Bon. Et après, on voit ce qu'on peut faire. Ouais, c'est assez intéressant parce que cette charge émotionnelle qu'on peut ressentir parfois, qui est multifactorielle, en lien avec le simple fait qu'on soit un être humain, avec sa vie à côté de son métier, puis que son métier aussi peut apporter son propre lot de charge émotionnelle. Bref, comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce qu'on apprend à gérer ça dans notre métier au quotidien? Et c'est un peu le sens de ce qu'on a mis en place sur le premier, deuxième cycle d'études médicales à Montpellier avec les groupes d'échange de pratiques, qui sont un peu inspirés de Balint quand même, on va pas se mentir. Alors c'est forcément adapté au terrain et aux thérapeutes qui sont sur ces animations. Mais finalement, on fait prendre conscience aux étudiants dès le début des études que les expériences vécues sur le terrain ne sont pas forcément toutes positives, que bien sûr elles ont une interaction avec mon propre émotion, que parfois les stratégies de protection que je peux mettre en place peuvent être au contraire délétères à la bonne construction de ma vision de ma place et de la relation soignant-soigné. On voit beaucoup d'humour noir, par exemple, dans les études médicales et de dénigrement sur des situations qui parfois sont catastrophiques. Et c'est des stratégies d'adaptation pour gérer le stress induit par ce qu'on voit et auquel on n'est pas forcément préparé. Et donc ces accompagnements qu'on fait, c'est un même groupe d'étudiants, 10-12 étudiants, qui se suit tout au long des études médicales, plusieurs fois dans l'année. C'est une très grosse organisation, vous pouvez imaginer, et en fait, les étudiants apprennent à parler et à s'exprimer, à exprimer leurs émotions sur ce qu'ils ont vécu. Je pense que prendre l'habitude de parler de ce qu'on vit entre pairs, c'est apprendre à se soigner entre nous aussi de ces mots-là, et ça, c'est extrêmement important. Les gens qui se taisent et qui vivent ça dans leur coin, qui se sentent indispensables au dispositif, et c'est pour ça qu'ils ne s'arrêtent pas, c'est la voie ouverte au burn-out, en fait, et on sait que notre métier y est sujet. Un mot à propos de la charge émotionnelle à laquelle on pourrait mettre fin en se disant « Tiens, c'est une question et je vais me la poser et y répondre ». Ça, c'est pour la charge émotionnelle questionnante. Moi, je faisais allusion à la charge émotionnelle culpabilisante qui existe. Si vous n'avez jamais eu de patient qui a essayé de vous culpabiliser, c'est que probablement vous n'en avez pas vu beaucoup. Et que donc ça existe aussi. Et ça, c'est ce dont je parlais pour mes collaborateurs, quand ils avaient l'impression qu'ils avaient mal fait et que finalement ce qui arrivait, donc dans un domaine comme la cancérologie, des événements indésirables, ça arrive quand même régulièrement malheureusement. Et donc, il ne faut pas confondre le côté stimulant de la charge émotionnelle qui peut arriver, c'est le trac pour un acteur, c'est pareil, ça peut être stimulant. Mais la charge émotionnelle négative, elle existe aussi, et ça, il faut en tout cas, moi j'ai toujours essayé d'enseigner à mes collaborateurs, j'en ai vu passer des centaines et peut-être même plus, et j'ai toujours essayé de leur apprendre à y mettre quelque part fin de deux façons. D'abord en venant me voir. Je vous rappelle qu'il y avait notre patron commun, Gabriel Richet, qui disait que l'interne qui avait pris la garde la nuit, il devait bénéficier le lendemain matin de l'immunité, parce qu'il était celui qui avait été seul la nuit, et que ça donne droit à l'immunité, et donc il faut aussi en tenir compte. Il y a des formes où c'est parfois très difficile à gérer. Dominique Noël. Oui, je pense que vraiment vous devez aussi savoir qu'il y a des associations comme le soin aux professionnels de santé. En fait, il faut vraiment prendre soin de vous parce que comment bien soigner et apporter l'aide qu'il faut et l'écoute, puisque c'est vraiment dans l'écoute que beaucoup de choses se jouent. Et évidemment, il faut votre santé mentale est au cœur de tout. Et ça, vraiment, ne le perdons pas de vue. Et au festival, on voit vraiment des associations qui se battent aussi pour que les soignants soient bien traités. Et le problème de santé mentale, il est dans notre pays en général, mais il y a une charge mentale très puissante chez donc je vous incite aussi à voir des associations comme Soins aux professionnels de santé. Monsieur Jean Trégès qui veut intervenir, et après on prend les questions qui sont juste ici.
C'est vrai qu'on fait un métier où on travaille avec de l'humain quotidiennement, donc on travaille avec de l'émotion. Et il y a de l'émotion, on vient d'en parler du côté des soignants, mais et aussi du côté des patients. Et on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle dans tout ça. Et comment l'aborder quand on est un médecin et qu'un patient arrive avec un diagnostic d'intelligence artificielle. Et je pense qu'il ne faut pas le voir comme un repoussoir, il faut le prendre comme un levier de dialogue, de discussion, parce qu'on est encore les seuls capables d'interpréter cette information-là. Mais face à un diagnostic d'intelligence artificielle, les premières secondes, les premières minutes d'échange, je pense que ça peut créer soit une alliance, soit une confiance. Et parce que le patient, il teste implicitement le médecin. Il a été chercher de l'information et il vient avec. Donc c'est quelque chose qui est positif. Mais maintenant, à nous aussi de la contextualiser, de la hiérarchiser, de le guider. J'entendais le mot de guide, j'ai entendu le mot de coéquipier, de partenaire. Et ça qui est intéressant, c'est que on n'est plus vraiment dans une médecine qui est verticale, mais plus quelque chose qui se diagonalise de partenaires en tout cas. Donc guide, partenaire, coéquipier, je pense que ça reflète bien l'ensemble, ça résume en tout cas cette parole. La nouvelle étape. Alors monsieur, je vous en prie. Merci. Docteur Gibert, je suis le secrétaire général du CROM Île-de-France. Je voudrais un peu inverser un peu le débat là, dans lequel on se met, où le médecin et sa présentation. Dans la relation médecin-patient, il y a aussi que le patient, certes, elle est déséquilibrée, mais il y a, et plusieurs études l'ont montré, des informations qui ne passent pas. Soit par mensonge volontaire, parce que le patient ne veut pas être jugé sur un comportement social, un comportement sociétal qui ne serait pas juste, soit parce qu'il l'oublie, parce qu'il considère que ce n'est pas une donnée qu'il doit apporter au médecin. Et là, pour le coup, l'intelligence artificielle va apporter du moulin à ce type de relation qui peut être très compliqué et qui nécessite de la part du médecin de savoir se positionner face à ça, trouver le moyen à la fois de trouver la position un peu plus basse, parce qu'effectivement, il est celui qui sait, mais en même temps, plus tout à fait aussi déséquilibré que cela, pour cette raison. Je crois qu'il y a des études qui ont montré que dans une relation médecin-malade, il y a 80% d'informations qui ne passent pas. Et par ailleurs, tout le monde le sait, les médecins pensent que les patients prennent leur traitement, les diabétiques, les hypertendus, au bout de quelques mois, sont à 60% d'observance. Et évidemment, ça fausse complètement la prise en charge des patients. Qui veut s'exprimer sur ce point? On va prendre une autre question et on fera un résumé un petit peu des propos. Voilà, si on peut récupérer ce micro-là et donner un autre micro au monsieur qui est juste devant, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci. Pierre Delplat, je suis conseiller ordinal toulousain à ce titre que je suis ici, mais j'enseigne depuis longtemps à Toulouse les fameuses humanités dont il était question tout à l'heure, puisque quand même santé, société, humanité, ça fait partie de l'enseignement de P1, ce qu'on appelait le P1 autrefois, et depuis longtemps. Et moi, j'ai l'habitude de me référer notamment à un philosophe, et je parle sous le contrôle de M. Fiat, que j'aime beaucoup, qui est Canguilhem. Et donc, je pense que quand on parle de relation médecin-malade, bien, il faut effectivement se remettre dans une situation de subjectivité qui se rencontrent, qui doivent faire avec. Alors, le mot d'information est un mot ambigu. Informer, c'est mettre en forme. Les Anglais disent information, général, pieces of information. Ils ont raison. Il y a les éléments d'information, les données brutes, et ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, on va le faire avec les représentations qu'on en a. Représentations de la maladie, qui sont celles du malade, et qui sont celles aussi du médecin, qui ne sont pas les mêmes. Il va falloir s'accorder et se mettre en quelque sorte en forme ensemble. Donc, moi je crois que l'information, on ne peut pas parler de surinformation, c'est un mauvais mot. C'est la malinformation contre laquelle on doit se battre. Qu'on ait beaucoup de données brutes à notre disposition, bien sûr, il faut les objectiver. Il faut vérifier que ce ne soit pas de l'infox, comme vous disiez, madame. Mais si ces données brutes sont objectives, à ce moment-là, on les met en forme et on en fait de l'information utile pour que nous obtenions cette fameuse alliance thérapeutique. Et
ce philosophe que j'ai invoqué tout à l'heure, quand Guillaume le disait très bien, il faut que le malade s'approprie sa maladie. Et ça prend beaucoup de temps. Et il ne le fera pas au même rythme que le médecin qui, lui, fera son diagnostic peut-être à la première rencontre. Mais la rencontre, ce n'est pas simplement la mise en présence de deux individus, c'est la mise en phase de ces deux psychologies qui doivent œuvrer dans le même sens. Et là, c'est une rencontre réussie. Elles ne sont pas toujours réussies, les rencontres. Beaucoup d'entre vous l'ont dit. Et il faut accepter que la rencontre n'ait pas lieu. Dans toutes les situations, moi qui fais beaucoup d'expertise, puisque j'enseigne la médecine légale et le droit de la santé, je considère qu'il peut y avoir en expertise aussi des rencontres. Une expertise, une seule rencontre physique et quelquefois une vraie rencontre cognitivo-affective. Donc je crois que c'est toute la difficulté de notre métier qui est profondément humain, qui doit rester profondément humaniste. Enfin, c'est la vision que j'en ai. Bien sûr. C'était plus un commentaire qu'une question, pardon. Et je vous rappelle qu'on a nos observateurs au premier rang. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez bien, Éric Fiat, professeur, peut-être d'un mot, madame, s'il vous plaît, si vous voulez bien donner le micro devant. Monsieur Fiat, merci. Peut-être sur ce qui vient d'être dit, sur le mal-information, mal informé, est-ce que ça vous interroge sur le mot surinformation? Vous me prenez à brûle pour point. Absolument. Au débeauté. Mais mon collègue a dit des choses extrêmement justes et comme vous, j'admire beaucoup Canguilhem. J'ai gratitude pour tout ce que j'ai entendu parce que j'ai la preuve d'une qualité d'écoute des patients et des différences entre les patients qui nous paraît évidemment quelque chose de fondamental. Puisse l'écoute attentive retisser les liens là où la maladie a déchiré les mailles. Et cette écoute attentive, en effet, nous en avons la preuve, tous les patients ne sont pas du même bois, faits du même bois. Une belle expression de la langue française dit qu'une lettre qui n'a pas atteint son destinataire est une lettre en souffrance. Alors cette expression, on ne l'emploie plus guère parce qu'on n'écrit plus beaucoup de lettres aujourd'hui, on écrit des mails ou des textos. Mais c'était une belle expression. Et si vous renversez l'expression, vous comprendrez qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire. Ou alors qui trouve un destinataire indifférent ou sourd. Et donc, l'écoute attentive a déjà quelque chose de thérapeutique. Et savoir que tous les patients ne sont pas informés de la même manière et y prêter attention, c'est déjà quelque chose comme une puissance thérapeutique. Ensuite, pour donner écho à ce que j'ai entendu, je dirais que en effet, des éléments d'information ne font pas une information, des informations ne font pas une connaissance, des connaissances ne font pas un savoir et des savoirs ne font pas une culture. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est à la promotion d'une culture de l'écoute qui me paraît une chose absolument fondamentale. Dernier mot, l'intelligence artificielle, je proposerais que ce soit un pharmacone. Vous savez que le mot grec pharmacone désigne à la fois le remède et le poison. Et le grand médecin Paracelse disait que ce qui permet de savoir quand une substance est remède, quand elle est poison, eh bien, c'est affaire de dosage et d'usage. C'est-à-dire que le même produit, s'il est administré au mauvais dosage, il sera poison, au bon dosage, remède. Le même produit, s'il est administré au moment où il faut en user, il est remède, au moment où il ne faut pas en user, il est poison. Eh bien, je crois que l'intelligence artificielle est un nouveau pharmacone. Mais vous êtes déjà en train d'en inventer le bon usage et le bon dosage. Merci, gratitude. Merci. Atika Boukari, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste, en profiter. Je pense que c'est le moment de parler du fait qu'on est, en tout cas, on peut avoir le sentiment qu'on est une intersection. Oui, un moment où on va devoir prendre de grandes décisions. Ça, c'est quelque chose dont sont assez conscients les jeunes. On se projette beaucoup, on se pose beaucoup de questions, et l'intelligence artificielle notamment. Et en tout cas, dans comment créer du lien avec ces nouveaux outils-là, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir tendance à, du coup, retourner vers cette écoute, à profiter de ces outils-là pour peut-être déléguer une certaine charge, voilà, celle d'une vérification, d'une intellectualisation des choses, et retrouver de l'écoute et retrouver un lien avec le patient. Le fameux
le premier motif, c'est pas vraiment le vrai motif de la consultation, et en fait, c'est le deuxième qui est le réel motif. Un patient qui vient, il se plaint pour quelque chose qui a l'air a priori assez négligeable même pour elle, et finalement, en creusant un petit peu, c'est le genre de choses qu'on n'arriverait jamais à atteindre avec une retranscription, une intelligence artificielle. C'est uniquement l'humain qui va faire ça, et c'est une volonté des futurs médecins de réinvestir cette fonction-là. Florent Jodrewski, pareil, vous vouliez témoigner. Oui, c'est surtout aussi le rôle que le médecin doit jouer face à cette intelligence artificielle. Quelle est sa place ? On l'a dit, les patients sont informés et naviguent dans un territoire très large d'informations sur les réseaux sociaux. Et avant même de consulter, ils ont une idée de leur pathologie. Et les réseaux sociaux, c'est devenu un réseau de santé informel. Alors je vais, en essayant de prendre un peu de hauteur philosophique comme notre cher ami, je crois que c'est Aristote qui, au cours d'une discussion avec Démocrite, disait que la nature a horreur du vide. Et si nous, médecins, on ne prend pas part à cette intelligence artificielle, si nous ne prenons pas position, il y en a d'autres qui le feront à notre place, et donc des personnes qui n'ont pas eu, qui s'autoproclament experts en tout cas. Et donc, ce n'est pas le but que chaque médecin soit non plus créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, la médecine et des médecins doivent être présents. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je l'avais déjà fait, mais je rends hommage aussi à la charte des médecins créateurs de contenu du CNOM, qui a tissé vraiment un cadre, un fil conducteur qui permet de garder une éthique, une morale, une déontologie dans le message qu'on apporte sur les réseaux, et je trouve ça pertinent. Donc le message, c'est utiliser l'IA, utiliser les réseaux sociaux à bon escient, mais il faut que les médecins prennent leur place et toute leur place. Anthony Gélis, peut-être sur ce live, je ne sais pas s'il y a encore des demandes de prise de parole. Oui, vous avez... Oui, monsieur. Donc, Anthony Gélis et monsieur, vous prendrez la parole. Et là-bas aussi. On a bien conscience qu'en fait, ce qui alimente les modèles d'intelligence artificielle, qu'ils soient généralistes ou plus spécialisés, c'est le contenu qu'on lui propose. Et puis, les réseaux sociaux sont des méthodes d'information, et ne laisser la place vide, c'est vraiment la pire des solutions. On peut s'interroger en fait sur quelle structuration peut porter ce genre de mouvement-là. Est-ce que les sociétés savantes n'ont pas ce rôle-là aussi dans nos organisations ? C'est quelque chose qui m'interroge quand j'entends les discussions. Est-ce que vous avez, sur les journées de communication en santé, des sociétés savantes de médecine qui viennent, par exemple, participer vraiment pas assez. Ce n'est pas faute pourtant de les connaître, de les contacter, et elles sont très peu nombreuses. Il y a chaque année une ou deux, mais elles ne communiquent pas assez. Moi, je pense que vraiment toutes ces sociétés et toutes vos organisations ont un devoir de transparence, mais aussi un devoir didactique. Et il faut s'emparer de la parole. Aujourd'hui, tout le monde l'apprend. Regardez les forums qui font des fois sourire, mais tout le monde prend la parole et à travers. Alors, si vous ne la prenez pas dans le domaine de la santé, vos organisations, mais c'est voilà, et les sociétés savantes ont un rôle absolument fondamental et ne sont pas très présentes en matière de communication finalement. Alors, deux demandes de prise de parole, merci. Monsieur et monsieur, je vous en prie, allez-y, là-bas. Vous avez le micro. Merci. En fait, je voulais... Vous présentez, s'il vous plaît, monsieur. Oui, docteur Bouchachi, cardiologue, clinicien, échographiste à la PHP. En fait, et j'enseigne à la fac Paris-Saclay. Trois remarques, en fait, trois éléments qui, je pense, nous permettront de rester optimistes concernant la relation, le lien médecin-patient, et notamment la place du médecin en 2026, à l'heure où le monde bascule un peu dans la révolution inédite du numérique. C'est que, premièrement, et vous en avez parlé plusieurs fois, c'est le côté émotionnel. Et donc, il faut effectivement décortiquer ce terme, qu'on peut dire, c'est le stress que peut vivre ou ressentir à la fois le médecin, mais le patient aussi. Et le médecin, effectivement, ça a été dit, il y a le stress positif, où je suis curieux de trouver le bon diagnostic et le bon traitement, soulager mon patient, et le stress négatif, ou qui peut faire peur, en fait, les peurs, de faire le mauvais diagnostic, le mauvais traitement. Le patient, également, a son stress, il vient avec ses émotions, et son stress positif, il a l'espoir qu'on lui trouve son mal et son traitement, et la peur, qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. Donc ce côté émotionnel est majeur, et comme exemple aussi
particulier qu'on peut être confronté à ce problème, c'est de soigner des collègues, par exemple. C'est particulier, il y a une charge émotionnelle particulière où on peut être mis en difficulté émotionnellement. C'est parfois délicat de se soigner soi-même aussi ou de soigner ses proches. Donc ça, c'est le côté émotionnel. Et dans ce côté émotionnel vis-à-vis du patient, l'expérience joue certes un rôle majeur pour dominer cela. Il y a le côté aussi du temps, de l'argent. Est-ce que je dois faire un certain nombre de patients par jour parce que j'ai des contraintes financières? Est-ce que j'ai le temps pour parler aux patients? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai des problèmes personnels, familiaux à part? Ça joue un rôle majeur. Pareil pour la pathologie. Le deuxième élément qui nous laisse optimistes, c'est que la médecine n'est pas une science exacte. Et donc chaque cas est unique. Chaque patient est unique. Chaque médecin est unique également. Et dans le diagnostic, même si on trouve la pathologie, la même pathologie, chez ce patient, peut se présenter différemment d'un patient à l'autre et répondre au même traitement de façon différente. Donc chaque cas est unique. Et le troisième élément, médecins et patients sont inondés, comme tout le monde, par des tsunamis d'informations de masse, très importants, très variés. Et donc ce qui rend l'obtention de la bonne information, paradoxalement, plus compliquée, plus difficile. Et comme ça a été dit, chaque outil, ça dépend qui l'utilise. Il peut être comme le nucléaire bénéfique pour sauver des vies ou détruire des civilisations. Ça dépend qui porte le couteau pour sauver ou tuer. Et donc ça, c'est un élément très important. Et du coup, l'IA, les masses de données disponibles sur notre téléphone, tout le monde l'utilise. Même les médecins, dans leur formation et dans leur apprentissage quotidien, depuis le début jusqu'à leur retraite. Et c'est un élément, mais il faut avoir aussi l'expérience de trouver la bonne information, bien analysée, bien expliquée aux patients, bien l'utiliser pour le diagnostic et pour le traitement. Car on trouve des recommandations internationales des sociétés, mais c'est des recommandations, et c'est le patient, le médecin, avec son patient, qui vont décider ensemble quelle est la meilleure solution diagnostique thérapeutique dans ce cas particulier. Merci. Merci pour ces commentaires. Monsieur. Oui, Dr Grapton, je suis vice-président du CD92, je suis rhumatologue, et je voulais parler de l'infodémiologie. L'infodémiologie, c'est un terme qu'emploie le professeur Jérémy Selam à Saint-Antoine. C'est une recherche par les patients de l'information sur leur santé. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, ChatGPT, Google, etc. Et donc, avec mon groupe de travail, nous faisons une étude actuellement en fonction du sexe, de l'âge, du niveau socio-professionnel, sur cette recherche d'informations sur les médias, sur les lectures, sur les réseaux sociaux, et on leur demande quel est le degré de confiance qu'ils mettent dans ces informations. Et donc là, cette étude va se terminer vers le mois de septembre et sera présentée à la Société française de rhumatologie. J'en dirai davantage à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est peut-être un petit mot de conclusion sur cette table ronde-là avant les observateurs. Monsieur Tafani, en tant que modérateur, est-ce que vous estimez que cette table ronde a répondu un peu, a fait progresser un petit peu cette question du lien dans le cadre d'une masse d'informations? En tout cas, ça me conforte dans le fait que nous avons la chance de faire un métier extraordinaire. On nous présente souvent comme fermé, corporatiste, incapable de changer. Et tous les débats que j'entends depuis ce matin montrent l'inverse. Quelles que soient les générations, et je pense qu'ici nous sommes sur cette table de différentes générations, nous sommes prêts à écouter, nous sommes prêts à échanger entre nous, échanger avec la société, à faire évoluer nos pratiques. Et oui, j'ai une vision, je trouve que ce sont des échanges qui montrent bien que notre métier s'intègre bien dans la société, s'intègre bien dans ses évolutions, se pose des questions, se pose de bonnes questions.
est prêt à évoluer, et je trouve que j'espère que nous montrons une bonne image de notre profession. Catherine Tourette-Turgis, on va vous donner un micro si vous voulez bien, Madame au premier rang. Vous revient un petit peu la charge de conclure en tant qu'observatrice de ce débat. Vous avez aussi cette notion d'optimisme mais d'effort constant. On va regarder ça ensemble. En tant qu'observatrice, ce qui était étonnant, c'est que c'était écrit sur information, sur l'intelligence artificielle, et ça c'est venu tout de suite sur fragilité du lien. Et on est resté un moment sur cette fragilité du lien. Alors après, il y a plusieurs choses. On revient depuis ce matin sur les émotions. Et en fait, en plus les émotions, comment elles vont se communiquer, etc. Je crois qu'il faut rappeler qu'il y a une codification sociale des émotions et que chaque profession, elle est dans ses codes sociaux d'émotions. Mais il y a aussi, c'est ce que Hochschild la grande théoricienne de la sociologue des émotions, le travail émotionnel. Donc il y a le travail émotionnel du médecin, mais il y a le travail aussi émotionnel du patient. Et donc peut-être qu'ils ne font pas le travail ensemble, ou en tout cas ils ne codifient pas de la même manière. C'est-à-dire un patient qui arrive, il a fait un travail émotionnel. Il fait face, il cache, il fait ce qu'il veut dire, ce qu'il peut dire, etc. Et le médecin fait aussi un travail émotionnel. Donc ça serait peut-être intéressant d'amener aussi, plutôt que rester sur juste l'émotion qui serait juste finalement une denrée très personnelle, etc. Non, on est tous en travail émotionnel. Simplement, les émotions, elles sont codées socialement. C'est-à-dire on est en posture, en ajustement, on joue des rôles. Alors ce qu'on avait fait, et c'est intéressant qu'on parle du festival de communication de Deauville, en fait, à l'Université des patients, on avait gagné un prix de communication parce qu'on avait inventé « Do you speak doctor ?» C'est-à-dire qu'en fait, c'était dans la douleur chronique et on nous avait dit « Oui, on passe un temps fou à financer des formations à la communication des médecins. » On avait dit « Bon, on va faire dans l'autre sens. » Donc on avait fait des formations de patients sur la communication. Donc, comment communiquer sur ta douleur chronique, parce que c'est en général là où c'est quand même assez difficile, avec ton médecin. Donc, on avait fait des cours sur comment communiquer. Comment tu sais, par exemple, souvent le patient, il a tendance, quand on met le stéthoscope, c'est là qu'il se met à parler de quelque chose d'important. Bah oui, mais l'autre, il n'entend pas. Donc, c'était l'idée de observe ton médecin, regarde à quel moment, toi, tu vas pouvoir communiquer et prendre la main. Donc tous les cours aussi sur la psychologie du médecin, c'est-à-dire renverser complètement le truc. Et merci donc Dominique Noël, on avait gagné un prix là-dessus parce qu'on avait rédigé des scripts en prenant le patient qui veut pas trop communiquer, qui est timide, etc. Le patient genre l'IA, c'est-à-dire qui sait tout sur tout, et puis le patient qui n'est ni l'un ni l'autre, modéré. On avait pris sociologiquement 3 et on avait fait des scripts sur comment prendre la main dans ta communication médicale en fonction de tes 3 scripts. Donc ça, c'est pour dire effectivement qu'il y a plein de choses, qu'on est bien là où il faut, effectivement. Alors écouter, ça serait bien aussi qu'on se dise une fois pour toutes que écouter, c'est donner à l'autre la possibilité de s'entendre lui. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ça aussi le but de l'écoute. Et puis côté intelligence artificielle, si vous allez sur des IA, que vous demandez des scripts, elle vous fait toujours un patient qui est malheureux, qui est triste, qui est un objet, etc. C'est-à-dire elle ne vous donne jamais un patient capacitaire. Moi, je me suis battue avec plusieurs IA pour leur faire intégrer des scripts où le patient, c'est pas passif. C'est-à-dire, il prend des décisions, il réfléchit, etc. Donc, il n'y a pas d'approche capacitaire du patient sur aucune des IA. Donc, c'est encore perfectible. Moi, je passe des jours et des jours à entraîner des IA en disant non, c'est complètement faux, je vais te redonner le script. Non, là, tu me mets toujours le patient passif. Alors, l'IA à la fin, ah oui, excusez-moi, c'est vrai, oui, excuse-moi, oui. L'approche capacitaire et agentique du patient. Et ça, elles ne l'ont pas.
ChatGPT étant un des pires là-dessus. Ça prouve que l'humain peut encore apporter à l'IA, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui a été dit, il faut éduquer les IA. Oui, en tout cas, absolument. nous, Université des patients, on s'aperçoit que c'est vraiment très, très nul. Bon, en tout cas, ça laisse encore la porte ouverte, évidemment, à des améliorations, à la place de l'humain et aux liens nécessaires, évidemment, dans un lien de surinformation. Vous vouliez rajouter un dernier mot, madame? Ou ça vous va? Quel algorithme émotionnel? Ce qui veut dire. Très bien. Mesdames et messieurs, merci pour ce débat passionnant sur l'information.